Bien, mesdames et messieurs, nous allons reprendre nos travaux d'aujourd'hui. On avait prévu de commencer à 13h45. Il est 13h47, donc nous sommes dans les clous. Nous avons comme sujet en premier le contrôle interne dans le cadre des opérations de construction. Cet atelier est animé par Inextinso et KPMG. Voilà, nous suivrons de 15h à 16h15 la partie assurance avec la maîtrise des risques, bien protéger les biens et garantir les responsabilités. Cet atelier sera animé par la mutuelle Saint-Christophe et puis nous atteindrons la fin de la journée qui devrait se situer autour de 16h15. Et elle sera clôturée par Benoît Benacter, qui est notre secrétaire général adjoint de l'enseignement catholique. Donc, messieurs, c'est à vous. Merci. Donc, nous avons la lourde tâche et l'enjeu de ne pas vous endormir en début d'après-midi, c'est-à-dire de vous garder bien éveillés sur une problématique donc, qu'on va essayer de rendre la plus dynamique possible, donc sur les bonnes pratiques de gouvernance dans le cadre d'un projet immobilier. Petit brin de présentation, donc comme pour ceux qui ont participé déjà à la journée immobilier de l'an dernier, vous avez pu nous voir intervenir en tant que partenaire. Donc nous sommes deux cabinets d'expertise comptable partenaires de la FNOGEC, deux réseaux présents sur l'ensemble du territoire national que sont Inextinso, que je représente pour ma part. Et je m'appelle Philippe Gay, donc je suis responsable national du secteur associatif pour Inextinso. Et nous sommes présents sur 250 agences en France. Je vais laisser le soin donc à Jean-Baptiste Goutte-Noir de présenter KPMG, qui est donc l'autre partenaire que vous connaissez par ailleurs, puisque nous étions également présents aux Journées nationales l'an dernier à Deauville. Et puis également, donc, depuis ces 2 dernières années, à la journée gestion. Et nous serons également, nous renouvellerons notre présence à la journée gestion du 24 mai, à laquelle, je pense, vous serez également très nombreux pour aborder différents sujets qui préoccupent les gestionnaires d'OGEC. Voilà, Jean-Baptiste. Donc bonjour à toutes et à tous, pour ceux que je n'ai pas vus. Donc Jean-Baptiste Goutte-Noir, KPMG, comme l'a présenté Philippe. Je représente en fait le cabinet KPMG au niveau national avec Christine Doisy qui est dans la salle au bout là-bas en tant que référent sur le métier des OGEC sur l'ensemble du territoire. Donc on a la chance d'accompagner un nombre assez important d'OGEC. Moi-même j'ai la chance d'être en plus un professionnel du chiffre mais en plus un président d'OGEC. Donc je vous ferai part aussi au cours de cette intervention de la chose, comment je l'ai vécu à la fois en tant que et en tant que président. Et je pense que c'est effectivement un sujet hautement important et surtout sur la gouvernance, c'est-à-dire que gérer un projet immobilier sans y mettre l'ensemble des ingrédients, ça peut devenir extrêmement compliqué. Voilà. Sur le reste, Philippe, tu as tout dit, donc je te repasse la main. Très bien, oui. Donc effectivement, on a trouvé intéressant, compte tenu donc de la situation particulière de Jean-Baptiste, qui a cette expérience de président d'OGEC et ayant réalisé donc un projet immobilier, de pouvoir alterner et la présentation donc de cette séquence qu'on avait prévue avec ses propres témoignages, puisque je pense que si j'ai bien compris, donc il y a peu de temps que vous avez eu l'occasion donc dans ton OGEC de réaliser ce projet immobilier. Donc on va avoir comme ça au fur et à mesure des séquences vie réelle et problématiques rencontrées. Alors, je dirais le déroulé des propos qu'on va aborder cet après-midi, en début d'après-midi, donc, sont d'abord les réflexions et les procédures à mettre en place en amont,
d'un projet immobilier. Bon, c'est vrai qu'on est des experts comptables et des commissaires aux comptes. Alors, quand on parle de procédure, pour nous, ça nous parle, effectivement, et ça nous sécurise. Mais c'est également tout un ensemble de dispositifs qui doivent vous sécuriser. Derrière le mot procédure, il y a un ensemble, il y a tout un dispositif d'organisation à mettre en place. Et c'est surtout sur ces points-là qu'on voudrait vous sensibiliser et dire, apporter des sujets déclencheurs pour vous permettre de penser à vous organiser en amont. C'est absolument indispensable. On ne va pas se lancer à l'aventure comme ça d'un projet immobilier sans avoir un minimum de réflexion préalable. Ensuite, bien évidemment, donc, notre projet avançant, et on va essayer de le dérouler donc, progressivement dans le cadre de cet exposé, les études, les choix des prestataires, quelles sont là aussi les organisations et les procédures à mettre en œuvre par rapport à ce thème. Après, bon, ben, on va engager les travaux, et quel va être le rôle de l'OGEC, de son organisation, de son conseil d'administration ou d'une commission travaux qui aura été mise en place pendant le déroulement du chantier. Et puis après, donc effectivement, le relais d'activité, la livraison, la fin de chantier, quelles sont encore une fois les recommandations qu'on peut apporter pour bien s'assurer que notre projet va se réaliser d'une manière harmonieuse jusqu'au bout. Alors, les questions à se poser avant, pendant et après, déjà, c'est au sein de la gouvernance d'un OGEC, eh bien, c'est de déterminer des responsabilités ou de redistribuer spécifiquement au projet les responsabilités. En mode de gouvernance, très souvent dans l'association, vous avez une gouvernance qui est organisée, qui est structurée, soit d'après les statuts. Vous avez peaufiné l'organisation de cette gouvernance à travers bien souvent soit le règlement intérieur ou des notes de procédure interne ou des décisions de conseil d'administration. Et là, au cas particulier, sur un projet comme celui-ci, eh bien, vous allez mettre en œuvre un processus de gouvernance et de partage des responsabilités ou de distribution des responsabilités à travers donc une organisation bien spécifique et dédiée au projet, qui doit prendre des décisions pour la mise en œuvre du projet, et puis quelques bonnes pratiques à détailler, ce qu'on a listé ici, que vous pouvez voir, mettre en place une commission de construction, ce qui nous semble spécifique, et là tu vas nous livrer aussi un peu les expériences vécues sur le terrain, et pour le coup, si vous mettez en place cette commission de construction, eh bien il faut lui donner un mode d'organisation qui lui soit propre, avec des modalités de réunion, des modalités de décision. Il ne faut pas non plus que ce soit une commission je dirais, trop importante en nombre de personnes. Il faut qu'elle soit souple et mobile pour pouvoir être réactive, mais il faut lui donner un patron qui ait là aussi toutes les capacités à prendre des décisions, parce que parfois il y a des décisions qui doivent être prises rapidement et il faut être réactif. Il faut définir le cadre relationnel, et ça a été évoqué ce matin, et c'est vrai que notre propos cet après-midi se situe dans le droit fil et en complément donc, de ce qu'on a entendu ce matin, notamment dans les relations entre le GEC et le propriétaire, quel qu'il soit, que ce soit la congrégation ou le diocèse, puisque celui-ci doit bien entendu, dès la réflexion et dès la prise de décision du projet, être associé au projet lui-même. La plupart du temps, l'initiative vient de l'OGEC, mais l'assentiment et la prise de décision est bien souvent partagé donc, avec le propriétaire. Avis du CODIEC, plan de financement, etc. Donc, doivent couler de source, mais sont des éléments donc, je dirais, préparatoires absolument indispensables, mais qui doivent être logés dans le cadre d'un organe spécifiquement dédié, lequel organe ensuite pourra rendre compte régulièrement, bien entendu, d'une manière tout à fait traditionnelle au conseil d'administration. Bien souvent cet organe, donc on appelle commission construction ou commission développement ou autre, sera composé d'experts, hein,
Jean-Baptiste, est-ce que tu peux nous livrer un peu ton expérience dans ce domaine? Alors, mon expérience, elle a été de deux ordres. Le premier, c'est qu'effectivement, en tant que professionnel, j'ai eu l'occasion d'accompagner, bien évidemment, en tant qu'expert comptable ou commissaire aux comptes, des OGEC sur des projets de ce type. Je me suis rendu compte d'une chose qui était pour moi fondamentale, c'était qu'en tant que professionnel, aller sur un tel projet sans en avoir anticipé au préalable l'ensemble des sujets était extrêmement complexe. Ça, c'était le premier constat. Deuxième constat, c'était que finalement, les gens qui se lançaient dans ces projets immobiliers étaient parfois un peu solitaires dans les OGEC. Et parfois, tout était un peu centralisé et globalement, ce n'était pas source de résultats toujours optimum. J'ai eu cette chance effectivement qu'on vienne me chercher en tant que président d'OGEC. Et puis en arrivant, j'ai fait le constat, moi, en tant que président dans mon propre OGEC, que effectivement j'avais de l'immobilier, j'en étais pas propriétaire, que j'avais un peu de ressources qui étaient plutôt sympathiques parce qu'une grande partie des OGEC ne sont pas forcément extrêmement riches, et ça c'est primordial, j'avais pas forcément de plan pluriannuel d'investissement qui avait été réellement calibré, fait, développé. Alors c'est pas toujours le cas dans tous les OGEC, mais souvent on se rend compte que les PPI sont pas forcément extrêmement bien calibrés, que le chef d'établissement avait des besoins extrêmement importants, que ces besoins étaient aussi dans un cadre général, collectif, y compris de la collectivité locale, ça avait un intérêt, que donc tout ça, il fallait, prendre la mesure de tous ces sujets et en amont, bien travailler sur le projet. Donc c'est ce que j'ai souhaité faire avec l'ensemble de mon conseil d'administration. Je leur ai dit, écoutez, le chef d'établissement nous demande, il a un projet, comment on peut y répondre? Et j'ai structuré avec mon conseil une première phase qui était une phase déjà de recrutement et d'essayer d'avoir un OGEC avec des membres qui soient des gens professionnalisés dans chaque sujet, de telle manière à pouvoir apporter leur expertise. Donc j'ai fait rentrer dans l'OGEC des gens dans le domaine du BTP, dans le domaine de l'assurance. J'avais un banquier, j'en ai fait rentrer un deuxième. Donc j'ai essayé de structurer l'avant-projet. Une fois que nous estimions au sein du conseil avoir les compétences pour accompagner le chef d'établissement sur le projet, on a discuté avec le chef d'établissement sur quels étaient ses besoins. Aujourd'hui, c'est extrêmement important. Selon les établissements, les besoins ne sont pas les mêmes. Vous avez des besoins qui sont liés à des problématiques réglementaires. En l'occurrence, une cantine qui n'est plus du tout aux normes, il faut la changer, c'est impératif, il faut y aller vite. Plus en Bretagne, vous avez le radon, ce qui est top. Vous avez pu voir tout à l'heure. Bon, tous ces sujets font que d'autres avaient des problématiques purement d'ouverture de classe, besoin de classes supplémentaires et autres. Bon, tous ces sujets-là nécessitent qu'on se mette autour de la table. Et donc, avec le conseil d'administration, et je l'avais un peu identifié en tant que professionnel, je trouvais que c'était des sujets qui étaient un peu gérés de façon solitaire. J'ai proposé, et mon conseil m'a suivi, et on a créé une commission travaux spécifique. Alors, comme tu le disais, Philippe, tout à l'heure, commission extrêmement restreinte. Oui. Ça ne sert à rien d'être 10. Par contre, dedans, il y avait un banquier, il y avait un assureur, il y avait une personne membre du monde du BTP, et moi-même. Nous étions 4. Bon, à partir de là, on estimait avoir les compétences pour accompagner ce projet. Pour vous donner une petite ordre d'idée, c'était un projet d'1 million d'euros sur une école qui est quand même relativement petite, donc c'est quand même des projets extrêmement structurants. À partir de là, on avait identifié les bonnes personnes, on avait identifié le projet, on était conscient qu'il y avait une opportunité. Et il faut structurer ça. Il faut structurer ça avec tous les acteurs qui sont autour de nous. Les acteurs qui sont autour de nous, comme tu l'as évoqué, et c'est le slide qu'on vous a mis suivant, qui est ici, c'est que on a pris notre bâton de maréchal, pèlerin, pardon. Excuse-moi Pierre. Excuse-moi Jean-Pierre, tu connais la famille, donc effectivement il n'y a pas de maréchaux dans la famille. Excuse-moi. Bon, on a pris notre bâton de maréchal. Je préfère cette expression Jean-Pierre, merci. Non, en fait, ce qu'on a fait, c'est que on a sollicité en amont un maître d'œuvre ou un architecte d'ailleurs, mais nous en l'occurrence on a pris un architecte. Et ça a été d'ailleurs évoqué ce matin, on lui a donné notre cahier des charges. Notre cahier des charges, c'est un cahier des charges à la fois d'exploitation,
demandé par le chef d'établissement, et éventuellement financier. Parallèlement à ça, une fois qu'il nous a proposé son projet, eh bien nous, on en a évalué la faisabilité financière. À partir de là, où on avait des esquisses d'architectes, des esquisses financières, eh ben on est rentré dans le vif du sujet d'aller solliciter les acteurs. Et les acteurs, pour moi, c'est primordial, c'est-à-dire que sans passer du temps avec l'UDOGEC, Yann est là, en tant que secrétaire général de l'UDOGEC du Morbihan, nous avons pris le temps de le rencontrer, on a échangé sur la faisabilité du projet, nous a fait part de ses remarques, on a sollicité le directeur diocésain. Pourquoi ? Parce que nous étions, ça a été très bien évoqué ce matin, dans la configuration d'un immobilier qui appartient au diocèse. Donc bien évidemment, il fallait bien qu'on ait l'accord du diocèse et du directeur diocésain, ce que nous avons d'ailleurs obtenu. Là aussi, on s'est réunis autour de la table, on a échangé, on a regardé si le projet avait du sens. Point important, parce que je pense que ça n'a pas été très évoqué ce matin, et je pense que c'est primordial. Donc je rappelle pour moi l'importance de la relation UDOGEC, directeur diocésain, congrégation. Parce que l'immobilier a beau être la propriété du diocèse, il me paraissait absolument, avec notre conseil, important de rencontrer la tutelle. Parce que la tutelle, elle est bien là aussi dans le projet pédagogique de l'établissement. Et on ne peut pas associer un projet immobilier sans y associer un projet pédagogique. En l'occurrence, le projet pédagogique, il est porté par le chef d'établissement, mais il est aussi porté par la tutelle. Oui. Bon. Donc ça, c'était primordial. Et les congrégations ont eux aussi leur conseil pour valider les projets. Et là, c'était aussi intéressant d'avoir, je dirais, une analyse financière, une analyse d'exploitation sur est-ce que nous allions dans la bonne direction. Donc tout ça pour vous dire que finalement, le projet immobilier, pour moi, à la fois en tant que président et professionnel, tout l'avant-projet est primordial. Primordial. L'accord des uns des autres. Je rajouterais, ça a été évoqué ce matin, sur la partie mairie, collectivité locale. Aujourd'hui, on a une chance inouïe, c'est qu'il y a un texte de loi qui nous permet d'aller chercher de la garantie auprès des mairies. Là encore, à partir du moment où j'avais l'accord, nous avions l'accord du diocèse, nous avions un accord de principe qui nous disait écoutez, votre projet tient la route. Alors on est allé voir monsieur le maire. On a dit monsieur le maire, est-ce que vous êtes d'accord pour que on fasse ce projet immobilier au sein de l'école sur votre territoire? Et là c'est aussi intéressant parce qu'on a pu échanger sur, je dirais, les contraintes de population. Est-ce que oui ou non dans la durée construire X classes supplémentaires, une cantine complémentaire et autres, est-ce que ça avait du sens? Bon. Donc là aussi, projet partagé avec la collectivité locale. Soutien financier par la garantie de la mairie. Bon, bah à partir de là où vous enchaînez les sujets dans le bon sens, eh bien, on est allé voir les banquiers. Et les banquiers, qu'est-ce qu'on a fait? On leur a proposé la même chose. On leur a dit, est-ce que vous êtes capable de nous accompagner? Alors, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que ce matin, ça a été très bien évoqué et je partage ce sujet. On ne peut pas réussir un projet immobilier sans une adéquation de tous ces acteurs qui sont ici. Voilà. Alors, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, tous ces éléments ça sont introduits dans le cadre donc d'une relation qui est structurée et surtout qu'il faut analyser en termes de risque. L'analyse des risques, dans le cadre du fonctionnement traditionnel d'une OGEC, ça, vous connaissez, vous l'avez touché du doigt, selon gérer le niveau de réflexion de vos associations, vous le percevez. Je vous invite d'ailleurs à venir
écouter la présentation de la cartographie des risques qui sera faite lors de la journée de gestion du 24 mai, parce que ça vous donnera des idées aussi sur un système d'appréhension de la cartographie des risques, sur une gestion courante et quotidienne de votre OGEC. Là, au cas particulier, on est bien sur une analyse de risque spécifique à un projet immobilier. Donc on va bien définir et déterminer des risques spécifiques. Et là, on commence à les évoquer, puisque à partir du moment où on a des acteurs spécifiques, on va avoir des risques spécifiques. Une autre des particularités, je pense que votre projet, il s'est déroulé sur plusieurs mois, voire plusieurs années, selon l'importance du projet. Donc, lorsqu'on va positionner des acteurs en mode projet dans le cadre d'une commission comme celle qu'on vient d'évoquer, eh bien, il faut se donner l'assurance aussi que les personnes qu'on va pressentir pour composer cette commission vont s'engager sur la durée du projet au moins, de façon à ce qu'on se donne toutes les chances pour que celle-ci soit menée à terme avec les mêmes acteurs. Donc voilà les particularités et les spécificités dont il faut être conscient au moment où on écoute et où on met en place ce projet. Alors, se préparer pour le projet, c'est organiser la gouvernance. Alors, moi, j'ai relevé quand même un élément dans ce que tu évoquais, c'est donc effectivement la détermination des interlocuteurs et des responsables. Parce qu'on se pose toujours la question, donc effectivement, lorsque on est dans le cadre de ce schéma de réalisation immobilière, et puis effectivement avec des personnes qui sont impliquées, qui sont responsables tant au niveau du conseil d'administration et encore plus donc dans cette commission travaux et développement, eh bien il faut définir et stipuler donc effectivement d'abord les questions qui sont posées et ensuite mettre en place les procédures qui conviennent pour que ces personnes puissent prendre les décisions sans que on revienne après leur reprocher tout risque de conflit d'intérêts, voire même de détournement si on leur donne un pouvoir beaucoup trop important. Ça peut arriver, hein, malheureusement, on a connu des cas comme cela. Alors, d'ailleurs, sur ce point, moi, je voudrais juste faire un petit focus sur le problème des conventions réglementées que vous connaissez certainement, mais juste pour vous le rappeler, dans les associations, il n'est pas interdit à un administrateur, s'il est, par exemple, fournisseur d'un matériel ou je dirais, même si, par exemple, dans le conseil d'administration, vous allez avoir un entrepreneur de travaux, il n'est pas interdit que celui-ci puisse participer à l'appel d'offres ou à la fourniture de prestations ou de services pour le compte de l'OGEC. Tout simplement, le législateur a mis en place, donc depuis maintenant 2001, dans le cadre donc d'une loi NRE à l'époque, un dispositif, comment dire, de transparence qui oblige donc à informer les membres de l'Assemblée générale de l'existence de cette convention. Donc une personne qui est membre du conseil d'administration peut très bien avoir des prestations commerciales avec l'association à des conditions normales ou à des conditions anormales, c'est-à-dire préférentielles, avec des remises ou des montants qui sont différents de ceux du marché, dès lors que ces conditions sont écrites et soumises à l'approbation de l'Assemblée générale, à travers ce qu'on appelle le rapport spécial sur les conventions réglementées. Ce rapport spécial, je vous rappelle, doit être établi par le président de l'association, et lorsqu'il y a un commissaire aux comptes, c'est le commissaire aux comptes qui établit ce rapport spécial. Toutes les conventions qui existent entre un administrateur et l'association doivent être signalées par cet administrateur dans le mois qui suit au président de l'association. Et chaque année, à l'Assemblée générale, le président doit soumettre ce rapport spécial à l'approbation de l'Assemblée générale. C'est la règle qui permet de s'assurer effectivement que nous sommes en totale transparence financière. Je vous rappelle d'ailleurs pour la petite anecdote que ce dispositif avait été mis en place après le scandale de l'Arc qui avait tant défrayé la chronique il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années.
Et donc, pour terminer donc sur je dirais sur ce sujet, rien n'interdit donc effectivement à un des membres de participer aux appels d'offres. Ceci dit, il n'est pas non plus interdit de durcir la position. Et si dans votre association, vous souhaitez nommer dans la commission une personne et le prévenir de dire, par contre, tu ne participeras pas par mesure de précaution, on souhaite que les membres ne participent pas aux appels d'offres, eh bien, vous pouvez très bien prendre cette règle aussi en interne de façon à être complètement sécurisé par rapport à ce risque de remise en cause ou de conflit sur le sujet. On tenait absolument à vous en parler parce que c'est quand même un sujet sensible. Alors, tu fais bien, Philippe, de dire ça, ouais, parce que tu as tout à fait raison. Moi, ce que j'ai souhaité au cas d'espèce, et là encore, par rapport à des années de pratique professionnelle, je me suis souvent rendu compte qu'il pouvait y avoir de temps en temps un petit peu des zones d'ombre dans le cas de projets immobiliers comme ça, où malheureusement, dans les conseils d'administration, potentiellement, il pouvait y avoir une personne qui connaissait un tel, et c'était souvent un peu tendancieux, et ça laissait paraître des difficultés. Bon. Donc là, au cas d'espèce, avec le chef d'établissement et l'ensemble du conseil d'administration et la commission nommée, on a pris une décision unanime qu'on a écrite et actée entre nous, qui pour moi avait une valeur extrêmement importante pour répondre justement à ces problèmes de conflit d'intérêts et de risque de détournement. On avait des gens compétents, on avait des gens de l'immobilier, on avait des gens des banquiers, on avait des gens du BTP et autres. Donc on a décidé, sous une forme très simple d'éthique et de morale, de dire, écoutez, très bien, nous, de ce projet-là, c'est un projet en plus qui est lié pour le bien de l'école, eh bien, on s'interdit toute participation, indirecte ou directe, à répondre au cahier des charges qui a été défini avec l'architecte. Et je pense bien nous en a pris parce que sur ce type de projet, on n'est jamais à l'abri. Et moi, je l'ai vu dans un autre OGEC, où un membre du conseil d'administration, et c'est le chef d'établissement d'ailleurs, qui était au centre de ça et a bien fait de m'appeler, et m'a dit, mais écoutez, monsieur Goutenoir, embêté, on a un projet immobilier, et un des membres du conseil d'administration, son frère, est une des sociétés qui va intervenir, qu'en pensez-vous ? J'ai répondu clairement, j'ai dit, écoutez, à partir du moment où vous le savez, vous devez être d'autant plus vigilant, vous, en tant que chef d'établissement, vous êtes au cœur de tous ces sujets. La gouvernance, le président, l'ensemble des membres doivent être sensibilisés à ça. L'administrateur ne doit pas participer au vote. Le cas échéant, être clair sur le fait qu'il connaissait un des intervenants sur les travaux concernés, et le sujet sera beaucoup plus clair. J'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est fondamental et beaucoup d'OGEC ne sont pas assez vigilants là-dessus. Alors, il ne faut pas non plus crier au loup sur le sujet, mais je pense qu'il faut être vigilant. En l'occurrence, nous, on a décidé d'être extrêmement réglo là-dessus et on se l'écrit entre nous. Alors, justement, on se l'écrit entre nous. C'est la dernière épingle qu'on a indiquée sur cette diapositive. De la conception à la réalisation, eh bien, écrire une procédure, en fait, c'est ni plus ni moins le conseil d'administration qui va passer une commande auprès de cette commission association qui va lui définir les règles. Comme tu viens de le dire, il faut pas non plus, il n'est pas question de mettre en place des règles qui soient si dures que ce ne soit pas réalisable. Mais en tout cas, on va définir le cadre de fonctionnement, le cadre de responsabilité de cette commission et les modalités à travers lesquelles donc elle pourra prendre ses décisions. Alors, ensuite, nous sommes sur notre phase d'étude. Et là, on va commencer déjà à avoir une première prise de décision sur le choix des prestataires, notamment donc choisir l'architecte ou le maître d'œuvre, comme tu le définissais tout à l'heure, et puis définir et lancer des procédures d'appel d'offres. Donc c'est certainement donc avec ces intermédiaires qu'on va définir les critères d'entreprise
sélectionner les entreprises qu'on va s'autoriser à interroger et à se porter candidate, et puis définir les entreprises interdites, c'est-à-dire auxquelles on ne va pas souhaiter donc l'intervention. Et puis les conditions d'attribution de ce marché. En réalité, vous avez toute liberté pour vous donner, là aussi, des règles internes. Vous avez plein de modèles qui existent pour définir donc les règles de sélection et d'attribution des marchés. Est-ce que de votre côté, vous aviez... Petit retour d'expérience, là encore, en tant que professionnel et en tant que président. Moi, je m'étais aperçu que finalement, c'est bien beau d'écrire ça. Dans la réalité, ce n'était pas toujours le cas. Et notamment sur les conditions d'attribution des marchés. Bon, en général, l'architecte faisant bien son boulot, le cahier des charges, les sociétés concernées répondaient au marché, et puis, effectivement, après, il y avait un choix qui était fait. Là encore, avec notre conseil d'administration et avec la commission travaux, on a souhaité se remettre des critères bien définis, et on s'est donné des notions de choix, c'est-à-dire pourquoi choisir telle entreprise ou telle autre. Là encore, il faut être clair, dans ce type d'opération, indirectement, il peut y avoir des entreprises qui ont répondu, qui étaient liées indirectement à telle ou telle personne du conseil d'administration et autres. Ben là, on s'est mis des choix, on s'est mis des critères de choix, et on a dit, en fonction des sollicitations faites par l'architecte dans le cadre du cahier des charges, la commission se prononcera selon des critères. Et on avait mis des critères qui étaient à la fois des critères qualitatifs et de prix. Et on s'est dit, si à un moment ou à un autre, il y a, je dirais, un peu confusion ou on ne sait pas bien, eh bien, on exclut là où on a un doute. Voilà. Bien nous en a pris parce que, au cas de figure, par rapport à un projet initial, je ne l'ai pas dit, mais sur l'aspect financier, il faut toujours considérer que l'enveloppe initiale prévue n'est jamais l'enveloppe définitive. Et là-dessus, là encore, l'expérience le démontre. Et au cas d'espèce, on s'est retrouvé à faire un peu plus que ce qui était prévu. Et bien, quand il faut que vous discutiez le bout de gras avec les entreprises que vous avez sollicitées, dans le cadre des conditions qu'on s'était d'attribution de marché, bien évidemment, et les conditions spécifiques qu'on s'était, nous, calées, ben, je peux vous dire qu'on a bien fait, ça évite tout problème. Ouais. Et quand il faut taper du poing sur la table, on est capable de taper du poing sur la table. Alors donc là, c'est un retour d'expérience. Je l'avais vécu en tant qu'expert comptable et commissaire aux comptes, où il y a eu des sujets dans des dossiers, c'est jamais très clair. Et je pense qu'à partir du moment où on se met quelques contraintes objectives, on y arrive. Mais c'est un sujet qu'on va retrouver dans la séquence déroulement des travaux, de toute façon. Tout à fait. Hein. Alors, il y avait aussi un... Parce que ça m'a été posé comme question à un moment. On m'a dit, oui, monsieur Goutenoir, mais pourquoi prendre un architecte plus qu'un maître d'œuvre ? Ah oui. Alors là, je vais vous donner mon avis personnel. Ça n'engage que moi, c'est un avis perso, mais je pense qu'il a un peu de sens. Les maîtres d'œuvre ne sont pas forcément incompétents, les architectes non plus. Mais en l'occurrence, sur les architectes, ils ont une capacité qui parfois n'est pas neutre, c'est-à-dire de connaître, à mon sens, beaucoup plus les rouages des marchés. 2, d'avoir une capacité, et ça je rejoins ce qui a été dit ce matin, de travailler et de connaître le monde des établissements scolaires, donc ne pas prendre n'importe quel architecte. Et les maîtres d'œuvre, à mon avis, mais ça c'est encore un avis personnel, de retour d'expérience, ne sont pas toujours les plus compétents. Maintenant, ce n'est pas une généralité. Et tout ça pour dire que, là encore, l'avant-projet est primordial. Si vous sollicitez des architectes, nous on en avait sollicité 3, on en a retenu 2, et au final on n'en a retenu qu'un seul, et qui en plus nous avait été, et ça je rejoins un peu ce qui a été dit ce matin, recommandé sans être incisif par le diocèse, par l'UDOGEC. Ça c'est important qu'on ait ce retour d'expérience, ça nous a permis de faire le choix idéal. Aujourd'hui on ne le regrette pas. L'avantage de prendre un architecte, c'est que vous le challengez sur votre cahier des charges, sur ce qu'il est capable de vous apporter aussi. Et derrière, s'il veut remporter le marché, il a intérêt à avoir été bon avant. Et en cas d'espèce, j'ai trouvé qu'il était plutôt bon, alors que quand j'avais vu certains projets dans des OGEC, j'étais un petit peu surpris
de ce sujet-là. Et derrière, ça nous facilite énormément la chose, et on va en parler après, sur le suivi des travaux. Quand on a un architecte qui a bien compris quel était notre projet, qui a su nous accompagner, qui en plus de ça a été pertinent sur les aspects permis, qui connaît les rouages aussi locaux, qui est identifié comme étant compétent, eh bien, ça favorise d'autant plus le sujet. C'est un avis très personnel, hein. Il y a des maîtres d'œuvre qui doivent être très très bien, mais en l'occurrence, moi, me concernant, je suis plutôt un adepte des architectes. Voilà. Bon, Jean-Baptiste, on avance. Notre architecte est choisi, nos entreprises sont sélectionnées, et la première pierre est posée, donc les travaux commencent. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant les travaux? Il y a un suivi de chantier. Hein. Notre commission travaux n'a pas encore terminé. Et effectivement, elle doit être toujours active et sur le terrain d'une manière régulière pour plusieurs raisons. Il faut se préoccuper effectivement de la sécurité matérielle des matériels et puis des personnes pendant les travaux. Alors, il y a un sujet qu'on n'abordera pas parce qu'il va être traité après cette séquence en matière d'assurance, mais c'est absolument primordial que cette commission de travaux se préoccupe de savoir si on a une couverture suffisante de tous les risques et aléas qui peuvent se présenter pendant la réalisation des travaux. Et également, encore une fois, s'assurer des responsabilités qui peuvent être en jeu pendant cette phase de travaux. Alors la phase de travaux, elle peut être assez longue selon l'importance du chantier. Et il convient de mettre en place des procédures spécifiques de surveillance de ces travaux, de présence systématique aux réunions de chantier. Et pour cela, il faut définir effectivement qui doit y participer, à quel rythme, et surtout quels sont les pouvoirs qui sont dévolus à la personne qui va représenter la commission de travaux et l'association au moment des réunions de chantier. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a des réunions de chantier, vous savez comment ça se passe, et là tu vas peut-être également nous parler de ton témoignage, c'est qu'il y a des fois des décisions urgentes à prendre parce que il y a eu un impondérable, un imprévu sur des éléments je dirais de grosses œuvres ou autres, et sur lesquels la décision immédiate doit être prise sous peine sinon de bloquer ou de retarder l'avancement des chantiers, du chantier. Et vous savez qu'il n'y a rien de pire qu'un calendrier qui prend du retard en matière de construction et de bâtiment. Donc voilà, effectivement, l'enjeu d'une bonne organisation, là encore, et de bonnes procédures, c'est d'être réactif, donc, et de ne pas freiner l'avancement des travaux. Alors là-dessus, peut-être 2-3 commentaires, retour d'expérience aussi, sur la notion de la sécurité matérielle des personnes pendant les travaux, primordial. Le sujet est vraiment au cœur de la gouvernance, y compris avec le chef d'établissement. S'il y en a bien un qui est premier concerné, c'est lui. En l'occurrence, là aussi, ça demande beaucoup de réactivité. Je dirais que le sujet de la responsabilité est extrêmement importante, tant d'ailleurs en interne qu'en externe, d'où l'importance avec le chef d'établissement d'avoir de bonnes relations avec la collectivité, notamment sur tous les problèmes d'accès pendant les travaux, de sécurité des élèves. Donc ça, c'est des sujets qui, souvent, pour être honnête, ne sont pas toujours très très bien gérés parce qu'on les gère dans l'urgence et que quand on gère dans l'urgence, on est moins bon. Donc là-dessus, c'est vigilance. Et nous, on avait décidé dans la commission de travaux, bien évidemment, d'avoir lancé une assurance garantie décennale, d'avoir vérifié au préalable si toutes nos assurances étaient bien à jour et compagnie. Donc ça, on a été extrêmement vigilants là-dessus. Sur la surveillance des travaux et sur la capacité à réagir vite, on avait pris une décision assez simple, c'est qu'à minima, on essayait d'être avec le chef d'établissement sur place pendant les travaux. C'est de l'investissement, mais on n'est pas président d'OGEC ou membre ou administrateur dans l'OGEC si on ne donne pas un peu de son temps. Et donc on avait décidé, dans notre enveloppe supplémentaire, je vous avais parlé tout à l'heure d'une enveloppe de départ, on savait très bien que les impondérables y tomberaient, et donc on s'était donné une marge de manœuvre. Et qu'en fonction des éventuels sujets qui pouvaient survenir, on avait décidé avec la commission, validée par le Conseil, de dire, dans une fourchette de X% du marché, s'il y a des décisions à prendre,
en concertation sur place avec le chef d'établissement, parce que c'est un intérêt par rapport à la future exploitation. Ce sont des sujets qui sont aussi vus avec l'architecte. On a décidé de prendre la décision à la fin de la réunion de chantier pour aller au plus vite. Je pense que bien nous en a pris, parce qu'on a eu quelques déboires, et qu'on a dû, du coup, respecter notre délai, qui était qu'il fallait que l'école soit ouverte pour la rentrée. Donc là encore, retour d'expérience, on avait anticipé ça, on s'était dit, on prend ces décisions-là, si on dépasse un certain pourcentage, on attend, on reconvoque la commission entre nous, et le cas échéant, si c'était très important, on revenait vers le conseil. Systématiquement, à chaque conseil, on faisait un point d'étape, y compris de l'avancement des travaux, de l'aspect budgétaire, des éventuels sujets qu'on avait, les marchés complémentaires qu'on a dû passer. Et il y a un sujet sur lequel j'attire votre attention, sur toute la partie VRD, assainissement et autres. C'est là où toutes les surprises arrivent. Oui. Juste un petit point complémentaire, puisqu'on est en plein travaux, là. On avance, donc apparemment bien, même si on a des problèmes avec les VRD. Juste le rôle du conseil d'administration pendant toute cette phase de travaux, est-ce qu'il est un peu plus actif? Il y a plus de réunions que d'habitude? Comment est-ce que le relationnel avec la commission de travaux se passe? Alors nous, on avait décidé si on avait mis cette commission de travaux, c'est justement pour permettre au chef d'établissement de l'accompagner, d'être au plus proche. C'est quand même lui le premier concerné par tous ces travaux, c'est pour ça qu'on le fait. Donc on s'était dit, la commission de travaux, elle, doit être extrêmement disponible et doit être la plupart du temps sur les réunions de chantier. 2, dans le cadre de ce qu'on s'était dit, si on dépasse un certain pourcentage, on se réunit la commission de travaux au plus vite. Et en général, on se faisait par mail, par échange téléphonique. Et là, on prenait une décision commune. Si on était au-delà de ce qu'on s'était défini en conseil d'administration, on revenait vers le conseil. Et là, on convoquait un conseil assez rapidement. L'idée que le conseil, c'était plutôt de venir, je dirais, dans un deuxième temps, valider ce qui avait été décidé. Et si on dépassait les critères qu'on s'était définis, qui étaient souvent des critères financiers essentiellement, parce que l'exploit, on faisait aussi confiance au chef d'établissement, c'est comme lui qui exploite l'établissement au quotidien, avec bien évidemment les conseils de l'architecte, eh bien, on faisait une validation postérieure. Voilà. Parce que si on était systématiquement dans une configuration de revenir vers le conseil d'administration, on aurait perdu énormément de temps. Et en fait, le projet s'est très très bien passé, sauf que le jour où on a commencé à s'occuper de la cour, de l'assainissement, de la partie de VRD, et là on a découvert des vertes et des pas mûres. Ouais. Donc c'est pour ça que je pense que le fait d'avoir créé cette commission nous a permis d'être, je dirais, au plus proche du chef d'établissement pour l'accompagner et être le plus efficace aussi vis-à-vis de l'architecte et des différents corps de métier. Alors, c'est important. Si j'ai posé cette question à Jean-Baptiste, c'est également pour attirer votre attention sur le fait que, attention, c'est bien d'avoir une commission qui fonctionne d'une manière étroite et réactive avec le chef d'établissement, mais soyez vigilants aussi à ce que le conseil d'administration ne se sente pas trop écarté du projet et déconnecté par rapport au projet. Donc il faut malgré tout maintenir notre conseil d'administration associé au projet étroitement, le tenir informé. Et là, je pense que ça doit être également accompagné d'une communication interne qui peut être construite spécialement pendant la réalisation du projet. Et puisque je parle de communication interne, ce n'est pas qu'avec le conseil d'administration, mais également avec les familles, avec les parents. Et là, il y a un vrai travail de communication. Hein. Et la communication aussi pendant les travaux avec la mairie, avec l'Udogec, avec le directeur diocésain. Tout ça, c'est très important parce que s'il y a eu des sujets, il fallait que tout le monde puisse être acteur le plus rapidement possible. Oui, d'ailleurs, sur le volet communication, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais j'ai juste cité pose de la première pierre. Il faut également faire un événement parce que c'est à travers cet événement aussi que vous allez associer tous les tiers qu'on a vus tout à l'heure qui font l'environnement de l'OGEC sur un projet comme celui-ci, mais également tous les tiers quotidiens d'une manière générale de l'école. Et bien, c'est le moment ou jamais. Il y a deux moments importants, de toute façon. C'est la première pierre et c'est l'inauguration, hein, bien évidemment. Il y avait un propriétaire. Oui. Le propriétaire, c'était le diocèse. Excusez-moi si je n'ai pas été clair dès le départ. Mais c'est...
Ah bah bien sûr, Bah. oui. Ah bien sûr, oui. Non, le directeur diocésain était au courant et je pense que c'est important. L'association diocésaine. L'association diocésaine qui était propriétaire était parfaitement informée des sujets et j'avais la chance de le côtoyer régulièrement, donc je pouvais lui en parler. Très bien, bah ça y est, notre chantier est terminé. Et donc on va arriver sur la phase fin d'activité, finalisation donc du projet. Alors on est là sur la dernière ligne droite. Effectivement, il nous reste encore une phase très importante, très importante, puisque c'est elle qui va conditionner toute une nouvelle tranche de calendrier qui va durer une bonne dizaine d'années, si j'ai bien compris, hein, notamment en termes de garantie de la part des entreprises intervenantes et des prestataires. C'est la réception de chantier. Alors, la réception de fin de chantier va concrétiser donc la validation de la livraison avec les différents corps de métier impliqués, bien sûr. Il ne faut pas oublier, évidemment, donc le rôle important de la visite de conformité, la levée des réserves et déclaration d'achèvement. Ça a été évoqué ce matin également en termes de sécurité. Il faut que toutes les procédures soient effectuées. Et puis après, on va donc s'orienter vers le décompte général définitif, toutes les validations des normes d'accueil du public. Et on a vu qu'on plus ça va, j'ai l'impression chaque année de voir un millefeuille d'obligations, de normes et de procédures s'empiler dans ce type d'activité. Et puis la mise en œuvre donc du suivi d'assurance décennale. L'inauguration, comme je le disais tout à l'heure, en termes de communication, est un moment fort qu'il ne faut pas rater. Pour plusieurs raisons. Donc effectivement, c'est que au-delà de la réalisation immobilière que vous venez d'effectuer, eh bien, il faut que ce soit pour vous l'opportunité aussi de renforcer l'ancrage de l'OGEC dans la vie locale et avec ses tiers, avec les familles, avec les collectivités. Tu peux nous en dire plus au niveau de ton expérience ? Oui, peut-être un ou deux commentaires. Oui. Sur la notion de réception de fin de chantier, là encore, mon expérience dans le monde professionnel m'avait démontré que finalement, à la fin, c'était toujours le sujet qui était un peu, je dirais pas bâclé, mais qui était parfois fait un peu rapidement. Je dis pas que nous, on l'a bien fait, mais j'ai essayé, en tous les cas, avec notre conseil et le chef d'établissement, de capitaliser au mieux là-dessus. Parce qu'on se rend compte que souvent, on arrive, on est au bout du projet, on est tous un peu fatigués, on a envie que ça arrive, et puis finalement, c'est là où les choses sont faites un peu rapidement. Donc avec le chef d'établissement, on avait défini avec la commission, avec l'accord de l'architecte, de caler une journée de réception, où on a réceptionné avec l'architecte, avec la commission, l'ensemble des différents corps d'État. Et puis on a balancé tous les sujets et ça nous a permis de décrire les éventuelles réserves qui étaient significatives et d'avoir un regard qui n'était pas un regard unique d'une seule personne, le regard unique de l'architecte qui parfois peut être aussi un peu influencé. Et je pense que ça nous a servi, puisqu'on a eu quelques petits soucis de réception après, mais qui depuis se sont bien atténués. Et tout ça pour dire que ce sujet-là, dans la gouvernance d'un projet immobilier de ce type-là, il est parfois un petit peu trop rapide et que ça peut générer des sacrées contraintes derrière. Rien que la faculté de récupérer toutes les DGD, il faut s'accrocher. Oui. Et puis je dirais, bon après, il y a des sujets, bien recaler l'assurance décennale. Hein. En général, le projet initial, financièrement, n'est jamais le projet définitif. Bon, il y a plein de sujets de ce type-là. Donc là, j'attire l'attention de tout le monde. C'est un projet qui nécessite à la fin, et c'est probablement, il y a bien deux phases pour moi essentielles. C'est la phase amont du projet et celle-là qui est la réception. Alors un peu après, deux mots sur l'inauguration. Sur l'inauguration, je pense que c'est un projet qui engage en général l'école, le chef d'établissement et l'école pendant des années. Il paraît tellement primordial de remettre autour de la table tous les acteurs qui ont favorisé ce projet. Donc là, vous vous retrouvez avec monsieur le maire, vous vous retrouvez avec le directeur diocésain, monseigneur quand il peut venir, vous vous retrouvez avec l'UDOGEC, vous vous retrouvez avec tous les gens et les corps d'État qui sont intervenus.
Et je pense que c'est un sujet structurant local. Et je crois qu'aussi, il ne faut pas se leurrer, c'est aussi l'image de l'enseignement catholique qu'on peut véhiculer. Donc c'est aussi une bonne marque de publicité, et il faut en faire. Et je trouve que ça, parfois, soit on le minimise ou on le relativise, mais il est tout aussi important que d'avoir réceptionné correctement le chantier. Voilà un petit peu en retour d'expérience ce que je pouvais dire là-dessus, Philippe. Très bien. Juste je dirais un dernier mot, parce qu'après, donc effectivement, une fois qu'on a terminé toute cette opération, enfin, juste deux points déjà. En termes de commission de sécurité, je pense, je me souviens bien, l'an dernier, on avait dit que cette commission de sécurité, on peut la faire venir avant la fin définitive des travaux, une première fois, de façon à ce qu'elle puisse donner quelques orientations et recommandations s'il y a des points à corriger, de façon à s'assurer que lors de sa dernière visite définitive, on aura plus rapidement donc un accord définitif de la commission de sécurité. Donc ça, c'est une recommandation qu'on peut apporter. Et puis la dernière, donc effectivement après, et une autre question que je voulais te poser, c'est sur le plan du financement du projet, est-ce que tout s'est bien passé vis-à-vis je dirais de l'arrivée des fonds progressivement au fur et à mesure que les factures d'acompte et de travaux définitifs ont été adressées par les entreprises. Alors là, c'était un sujet, effectivement, tu fais bien d'en parler, qui pour nous était important au sein du conseil d'administration. Il y avait peut-être deux sujets sur le financement, si tu m'accordes. Le premier, c'est que bien évidemment, on avait une trésorière qui était une banquière, qui était la banquière. Et celle-là, on a considéré, avec son accord, on a dit, cette banque-là, on ne la sollicite pas. Oui. Et puis, on s'est dit, dans le cadre de la mobilisation, quelque part, pourquoi on ne la solliciterait pas. Donc finalement, on l'a sollicité. Mais en tous les cas, la trésorière n'a absolument pas participé aux décisions. Donc on s'est dit, ne pas solliciter le banquier historique qui a toujours suivi l'école, c'était peut-être un peu dur, donc finalement on l'a sollicité. C'était le premier sujet sur les financements. Le deuxième, on a clairement organisé les choses de telle manière à ce que la commission, à aucun moment, ne soit susceptible de s'occuper des règlements. C'est-à-dire qu'en fait, on a décalé le sujet en disant la trésorière ne fait pas partie fondamentalement de la commission travaux. Donc, elle aura un avis de la commission travaux et bien évidemment de l'architecte, puisque toutes les factures passent par l'architecte, validées par l'architecte. Et après, nous, on décide si oui ou non on les règle. Et on avait décidé, comme un accord, la commission validée par le conseil, que la commission donnait un avis et derrière, la trésorière faisait les règlements. Alors ça, c'est bien vu, puisque en termes de séparation des tâches et des responsabilités, là, vous avez vraiment mis en place une sécurité qui fait qu'on est dans du contrôle interne. Alors là, c'est les professionnels qui parlent. Désolé, c'est une déformation professionnelle. Un contrôle interne sécurisant, puisque en fait, c'est le propre de l'autocontrôle que vous avez mis en place. On a essayé au maximum de le respecter, c'est pas toujours évident, mais je pense que c'était aussi une garantie par rapport à des sujets qu'on peut malheureusement voir de temps en temps, et quand on tombe dessus en tant que commissaire aux comptes, c'est un peu désagréable. Donc j'avais eu cette expérience-là, donc je me suis dit, sur ce sujet-là, on doit être irréprochable. Et dernier point, donc sur le plan de l'impact budgétaire et financier, à quel moment est-ce que vous avez communiqué, je dirais, alors pour le coup, avec l'Assemblée générale, la présentation du projet, et puis là, ensuite, une fois la réalisation faite, l'impact sur les comptes de cette opération. On avait eu l'accord de l'association diocésaine sur le projet. On avait un accord de principe de la tutelle par le biais de son conseil économique. On avait un accord, je dirais, aussi de regard de l'UDOGEC. Une fois qu'on avait tous ces accords-là, qu'on avait aussi l'accord de la mairie sur la garantie, on a effectivement retenu un conseil d'administration, on a présenté le projet, on l'a fait valider et après on l'a fait ratifier à l'Assemblée. Au fil du projet, on a tenu au courant le conseil d'administration de l'évolution par rapport aux finances. Et puis, une fois que le projet a été définitivement terminé, réalisé,
et qu'on a eu, je dirais, les décomptes définitifs et le coût global, on est effectivement représenté ça en conseil d'administration pour le faire valider. Et la réception, avec les réserves qui, sur certaines, ont été levées depuis. Et après, on a fait ratifier tout ça par l'Assemblée générale au moment où on a approuvé nos comptes à la fin de l'exercice concerné. Sur le financement, peut-être un point qui est primordial, c'est que ce sont des projets structurants dans la durée. Oui, ce qu'on se disait ce matin, on ne peut pas faire un business plan à 5 ans sur un projet comme celui-ci. Non, on ne peut pas, mais en même temps... Il faut que ce soit plus long terme. Il faut que ça soit plus long terme, et c'est toujours très compliqué de voir très loin. Après, on est sur des... je dirais, je vais utiliser ce terme peut-être un peu galvaudé, mais on est sur des activités où on a quand même une certaine forme de récurrence. Oui. Peut-être un commentaire. On sait très bien que la contribution des familles va avoir malheureusement peut-être tendance à un peu augmenter. Donc nous, on a aussi réfléchi sur tout l'historique de l'association OGEC avec le chef d'établissement, sur la politique tarifaire aussi que l'on avait. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'à un moment ou à un autre, il faut bien financer tout ça. J'ai entendu quelques propos à ce sujet-là ce matin aussi. C'est pour ça que je me permets de faire un petit parallèle par rapport à ça. Et je crois que c'est très important. C'est-à-dire qu'un projet immobilier, certes, il y a un besoin du chef d'établissement. L'OGEC, l'ensemble des partenaires sont là pour accompagner, pour aider, dans le bien collectif. Mais attention, il y a parfois des projets immobiliers sur lesquels on ne peut pas y aller parce qu'on sait très bien qu'à terme, ce ne sera pas finançable. Donc l'aspect financier n'est pas à oublier. Maintenant, la dynamique, après ça dépend des territoires. En Centre-Bretagne, Yann, que je regarde, il sait très bien, il y a des endroits où c'est plus évident. Bon, donc il ne faut pas occulter le contexte économique local sur ce type de projet aussi. Voilà. D'où l'importance de rencontrer tous les acteurs qui peuvent nous apporter l'information qui nous manque, que ce soit le CODIEC, que ce soit le CEAS, que ce soit la mairie, que ce soit la tutelle, l'UDOGEC local. Voilà. Je crois que s'il faut retenir quelque chose, c'est un projet de gouvernance qui n'implique bien évidemment le chef d'établissement et l'OGEC, puisqu'ils en sont ensemble décisionnaires, mais il est important de prendre connaissance de tous les éléments à droite et à gauche, parce que ce sont des projets qui n'engagent pas, je dirais, le simple conseil d'administration, qui, entre guillemets, lui, n'est pas là pendant 20 ans ou 25 ans. En tous les cas, ce n'est pas l'objectif. Donc, vigilance quand même, mais ne jamais oublier qu'un projet immobilier est structurant aussi pour la dynamique de l'établissement sur lequel on le modélise, quoi. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question. Merci en tout cas. Donc merci de ce témoignage. Je pense qu'on a terminé donc ici cette présentation. Je pense que s'il y a des questions avec la salle, on a encore on a quelques minutes devant nous qui pourraient venir donc en complément de cette présentation. Oui, merci beaucoup. Il y a une question sur... je ne partage pas la même approche, à savoir qu'un budget immobilier doit être systématiquement dépassé. Parce qu'il y a des préalables. Professionnellement, j'ai mené des projets qui n'ont jamais dépassé les budgets, et associativement non plus. Parce qu'il y a des préalables souvent qu'on oublie, à savoir, c'est que un sondage des sols, si on tombe sur un site archéologique, effectivement, avant de se lancer dans les travaux, c'est important à regarder. Et puis, quand on fait un budget immobilier, on oublie souvent tous les honoraires associés, des cabinets amiantes, etc., honoraires d'architectes, d'avocats peut-être, s'il y a sinistre. Bon. Et on oublie aussi un pavé que j'appelle aléas. Et les aléas, il y en a toujours qui sont 20%. Donc, si on incorpore toutes ces choses complémentaires, on arrive à un budget de 130%, et auquel cas, il n'y a aucune raison qu'on ne le respecte pas. Sauf si on se laisse enfumer au fur et à mesure de la construction, en remplaçant les robinets de porte, les poignées de porte, les robinets de lavabo, plus-value sur le... On se laisse et on n'intervient pas en demandant à chaque fois qu'il y a une plus-value d'arbitrer sur une moins-value pour rester... Que le pilote
ces aléas en plus et en moins changer son pour rester dans un équilibre budgétaire. Parce que sinon, la déviance est systématiquement garantie. Je suis un monsieur à 200% d'accord avec vous. Je me suis peut-être mal exprimé tout à l'heure. En l'occurrence, nous, on a projeté un budget, on avait nous identifié, et l'architecte était 20% moins cher. Donc on était content. On est parti sur ce budget-là. Mais entre ce qui nous avait chiffré, parce que faut qu'on fasse attention dans ce type d'éléments que vous donnez, sur lesquels vous avez tout à fait raison, c'est qu'il y a des contextes favorables sur l'immobilier. Et au moment où on a fait ce projet, moi je l'ai vu sur d'autres dossiers où j'étais expert comptable au commissaire aux comptes, il suffisait qu'il y ait eu une légère inflation. On est quand même sur des marchés, avec des prix. Et ben moi je suis tombé dans la bonne période, c'est-à-dire que finalement j'ai gagné 20% sur ce que j'imaginais. Chiffré en plus par un des membres de la commission qui est dans le domaine du BTP, donc je pense qu'il avait les bons chiffres. Bon, on a gagné sur le projet 20%. On était content. On est quand même resté sur notre enveloppe initiale parce qu'on s'est dit les aléas, et vous avez raison monsieur, moi on m'avait dit les aléas 10%. Ben, en fait vous avez raison, c'est plutôt entre 10 et 20. Bon, mais ceci étant, là où vous avez raison, c'est qu'il est impératif de suivre le budget. Et là-dessus on l'a plutôt bien suivi, sauf que quand vous vous retrouvez avec... Parce que ça aussi, c'est très important. En général, tous les problèmes d'assainissement et autres sont très très mal suivis. Ouais. Et nous, on s'est retrouvés avec des problématiques de réseau. Alors, à moins d'être la petite souris ou le petit rat et être passé dans les réseaux pour savoir ce qui s'est passé, même l'architecte ne le savait pas. Et effectivement, on s'est retrouvés, ce qu'on avait gagné de l'architecte 15-20%, on les a reperdus à hauteur de 12 ou 13%. Donc les aléas, je suis tout à fait d'accord avec vous, ils sont beaucoup plus importants, ils ne sont pas toujours maîtrisables, il faut les suivre. Et vous avez raison, on a eu des plus, on a eu des moins, je vous rassure, 1 euro c'est 1 euro, on a su batailler ferme. Mais là vous avez parfaitement raison. Parfaitement raison. Et je vais vous dire, on était une commission plutôt de sachants, entre les uns qui sont des financiers, les autres qui sont des techniciens, enfin bref, avec un architecte qui est plutôt pertinent, il y a toujours des aléas. Et ça, vous avez raison, il faut les prévoir budgétairement, il faut être extrêmement sensible. Et c'est pour ça qu'on avait mis, dans le cadre de notre commission, une réactivité à aller vite. Un aléa qui est un aléa technique, il faut décider, il faut y aller. Mais on est bien d'accord que sur ces projets immobiliers, l'aspect coût-aléa et suivi est extrêmement important. Vous avez parfaitement raison, je suis 200% d'accord. Une autre question? Oui, si. Oui. Oui, bonjour monsieur, s'il vous plaît. Oui, Ici, là. Je voulais simplement vous demander, votre établissement se trouve à quel endroit? En Bretagne, là où on est le mieux. Bretagne, d'accord. Il y avait beaucoup de Bretons ce matin, donc c'est pas pour me déplaire. En zone semi-rurale, oui. rurale? Non, en zone favorisée. Favorisée. Oui, c'est très clairement. Et c'est très important parce que. Bien sûr. Vous avez une surface de combien et un coût au mètre carré de combien? Ah, ça, c'est une colle, ça. Ah bah oui, j'avoue vous collez. Alors, vous allez m'autoriser à pas répondre, pourquoi? Si. Parce que moi, j'avais fait ma petite enquête avant, et que, en gros, j'avais regardé, et on m'avait donné un coût au mètre carré de l'immobilier. Ouais. Eh ben, je vais vous dire, le coût au mètre carré de l'immobilier, je suis pas sûr que vous parliez d'un endroit en Bretagne, vous allez dans l'Est, vous allez dans le Sud. C'est pas la même chose, et je vais vous dire pourquoi. Pour deux raisons. J'entends bien, mais la première, c'est la main-d'œuvre. La deuxième, c'est à quel moment vous arrivez. En Bretagne, au moment où j'ai fait mes travaux, il y avait peu de concurrence, il n'y avait pas de marché, les sociétés avaient faim. On a eu un coût inverse de celui qu'on m'avait annoncé. Oui, mais ma question est précise. Donc c'est quel coût au moment où vous l'avez fait, mètre carré, tout simplement? Je suis pas sûr que ce soit une référence, pour ça que je ne veux pas vous la donner. Ça ne répond pas à ma question. Quel est le coût au mètre carré? Pour vous, c'est quoi le coût? Quelle est votre référence à vous? Votre projet tel que vous l'avez réalisé, l'enveloppe globale qui est d'1,2 million à peu près, d'après ce que j'ai compris. Non, le démarrage, c'était nous, on l'avait chiffré à 1 million. Et l'arrivée? L'architecte nous a fait 800 000 et on est arrivé à 960 000 euros. D'accord. Et donc on a eu 150 000 euros d'aléas sur tout ce qui était VRD, raccordement des réseaux, parce qu'on avait fait un bâtiment qui se raccordait à d'autres, et en fait on s'est avéré que tout ça, ça datait
le Mathusalem. Donc pour etc. combien de classes et Ah bah on a fait une belle cantine qui fait à peu près 250 mètres carrés et on a fait 2 classes plus 2 autres qui sont aménageables, c'est-à-dire hors de hors d'air, qui sont en D'accord. capacité Ce d'être... sont des classes moyennes de 60 mètres carrés à peu près. Ouais, c'est ça. Eh bien alors donc on va faire le calcul. Merci. Je vous ai tout donné, vous avez plus qu'à calculer. D'accord. Non mais c'est très compliqué. Merci. Honnêtement, moi j'avais raisonné comme vous en bon financier en Non, me non, disant c'est bien. c'est un coût au mètre carré et en fait Merci. ça donne une idée, hein, ça donne une idée. La question n'était pas piège, hein. Oui, bonjour. Antoine Roussel. Alors, j'ai la double casquette, c'est que je suis architecte et j'ai été président d'OGEC pendant 10 ans. Ah bah, Donc, j'ai construit avant, j'ai construit après, j'ai construit pendant, aussi bien dans le privé que dans le public. J'ai fait pas mal de lycées. Je voudrais dire 2-3 choses. Il est important que le maître d'ouvrage soit en harmonie avec son architecte. Si vous ne vous comprenez pas, oui. surtout ne faites pas le projet. Ouais. C'est la première chose. Il faut se comprendre. Si votre architecte ne comprend pas votre projet, ça n'ira pas. Deuxièmement, un bon architecte, c'est celui qui répond à votre question. Et non pas qui répond à sa question. Et qui ne fait pas son projet, mais qui fait votre projet. Qui fait votre projet. Ça aussi, c'est très important. Qu'il se fasse plaisir, c'est très bien à la sortie. S'il est très heureux, c'est parfait. Mais la vraie question, c'est de répondre à votre question. La troisième chose, je voudrais revenir sur les aléas. Les aléas, il y a les bons et les mauvais aléas. Si j'ai bien compris, ça marche pas. Si j'ai bien compris, vous avez eu des aléas de chantier, mais ça, il y en a toujours des aléas de chantier. Et il y a des aléas de chantier, quelquefois, qui déboulent pendant le chantier, parce que la réglementation change. Oui. Et en particulier, quand vous partez dans un établissement qui existe, faire un projet, ça a souvent des conséquences sur le reste de l'établissement. La règle, il faut le savoir, c'est que vous devez être aux normes à la date d'exécution du chantier. Et quelquefois, vous avez des bâtiments ou des établissements qui étaient aux normes de la date où ils ont été construits. Tant que vous n'y touchez pas, ils sont aux normes. Le jour où vous y touchez, ils doivent être à la norme du jour où vous y touchez. Et quelquefois, ça a d'énormes conséquences en termes de sécurité en particulier. Ça, je permets d'insister. Alors, aléas, il y a ceux qu'on maîtrise, il y a ceux qu'on ne maîtrise pas. J'ai l'impression que vous avez eu ceux que vous ne maîtrisiez pas, les VRD. Parce que les VRD, effectivement, c'est souterrain. Bon, quelquefois, on n'a pas de chance. Normalement, quand même, vous aviez l'air d'avoir une très bonne équipe, entre bureau d'études, bureau de contrôle, ainsi de suite. Quand vous dites 20%, alors moi je signe tout de suite. Hein. Vous donnez-moi un projet avec 20% d'aléas, je signe tout de suite. Mais la règle, et même dans le public, parce que j'ai fait des lycées pour le public, pour les régions, c'est 5%. Et au-delà de 5%, vous devez justifier le pourquoi du comment de l'erreur. Donc, refaire le projet ou être pénalisé, entre parenthèses. Donc, 20%, moi je vous signe tout de suite, mais il faut s'y limiter à 10, et quand vous avez 10 déjà, voilà. Non mais je vous ai pas tout dit parce que sinon je pourrais en parler des heures. Mais on a eu quelques projets complémentaires qu'on a rajoutés qui n'étaient pas initialement prévus et sur lesquels il y avait un intérêt. C'est toujours comme ça. Il y avait un intérêt pour l'école. Mais là où je vous rejoins par contre, monsieur, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et ça a été ressenti par l'ensemble de la gouvernance et chef d'établissement. C'était primordial. Et on a été bien conseillé, et il avait déjà fait d'autres projets sur le diocèse. On a pris un professionnel. Voilà. On a pris un professionnel architecte. C'est une chose que j'ai relevée, autant ce matin que cet après-midi. À 2 reprises, j'ai entendu dire, faites appel à un architecte qui n'est pas un amateur dans le domaine du scolaire. Et faites appel donc effectivement à un architecte qui connaît bien et qui, je pense, pour reprendre ce que vous venez de dire, monsieur, saura plus aisément répondre à votre question plutôt qu'à ses questions. Vous avez parlé de maître d'œuvre architecte. Alors, je ne veux pas défendre les architectes,
mais ça peut ouvrir des portes. Un conseil, enfin, un exemple que je connais, en particulier quand vous êtes dans un site classé architecte des bâtiments de France. Moi, j'ai eu pas mal d'architectes des bâtiments de France qui m'ont dit, écoute, vaut mieux s'adresser à l'architecte qu'au maître d'œuvre. Hein, tu auras ton permis un peu plus vite. On se parle, on se tutoie. C'est pas la même chose avec un maître d'œuvre. Mais ça ne remet pas en cause leurs compétences. C'est une question uniquement de rapport professionnel. Et les gens qui ne le savent pas sont toujours surpris. Quand deux architectes se voient, ils se tutoient, même s'ils ne se connaissent pas, même s'ils n'ont pas la même hiérarchie. Moi, quand je vais voir la BF, que je ne connais pas forcément, c'est bonjour tu, et c'est tu, et tu, et tu. Et les maîtres d'ouvrage sont toujours surpris du rapport, en disant, mais c'est un copain, quoi, vous le connaissez depuis longtemps. C'est un rapport professionnel. Et vous avez raison, mais de toute façon, bon, c'est un avis un peu personnel, mais je vous rejoins là-dessus. Ça n'engage que moi. Hein. Et l'ensemble du conseil d'administration, on avait été clairs tous ensemble, on avait dit on prend un architecte. Voilà. On avait plus confiance en un architecte. Ça ne veut pas dire que les maîtres d'œuvre ne sont pas compétents, hein, mais en l'occurrence, au cas d'espèce, on a fait comme ça. Et je vous rejoins à l'importance de l'architecte. Allô ? Dernière question. 2 petites secondes. Je viens d'inaugurer un établissement scolaire de 2 millions d'euros, TTC. À chaque fois que j'inaugure quelque chose, je dis ce que je paye en TVA. Sur les 2 millions de bâtiments que j'ai construits, j'ai payé 400 000 euros par les familles auprès de la collectivité publique. Je dis au nom du président de la République et de la France, merci l'enseignement catholique, vous avez un esprit civique remarquable. Et c'est les familles qui payent. Hein. Est-ce qu'on peut dire que c'est le mot de la fin ? C'est une excellente conclusion. Merci, monsieur. Merci en tout cas pour votre attention.